à la partie 2. Donc, maintenant qu'on a fait un petit peu le cadrage global de ces éducations, donc, je vais vous parler un petit peu des différents courants éducatifs qui sont dedans. Et donc, on l'a compris, ces courants éducatifs, ils suivent les enjeux de l'actualité. Donc, les enjeux de l'actualité, donc les courants éducatifs, on va y venir. Il y a d'abord le RE, l'éducation relative à l'environnement, puis le DD, l'éducation au développement durable, et puis un petit peu plus tard, l'éducation à l'anthropocène qui se superposent. Et puis là aussi, il y a des référentiels éducatifs qui se suivent. Et là encore une fois, eh ben, il faut m'écouter. Et après, je passe aux autres collègues. Les référentiels éducatifs suivent les enjeux de l'actualité, finalement, les enjeux de l'actualité concernant la prise en charge de l'environnement et du développement dans les questions de société. Donc, en fait, on a trois grands courants qui se sont succédés en ce qui concerne les questions d'environnement et de développement. Le premier, donc, c'est le RE, qui correspond finalement au moment où, dans l'actualité, on prenait conscience progressivement d'un environnement fini et du fait que la Terre, finalement, ne pouvait pas s'étendre indéfiniment. Et puis, petit à petit, on a eu une prise en compte de l'impact entrepris par le politique, c'est-à-dire qu'il y a eu des responsabilités qui ont été prises et engagées, et le politique a eu son mot à jouer. Et on est progressivement passé de l'ERE vers le DD, donc éducation au développement durable, et ça constitue ça le deuxième temps fort des grands courants de l'éducation relative à l'environnement et au développement. Petit à petit, on est donc arrivé à la problématisation des enjeux locaux sous la forme d'énoncés environnementaux globaux, alors toujours sous la politique des développements durables. Et puis, dans la dernière période plus récente, on a la remobilisation populaire assez prégnante autour des urgences climatiques et de l'anthropocène. Et du coup, on retourne à une éducation plus large que le DD et plus large que le RE, qui est une éducation, ou EQED, éducation aux questions d'éducation, d'environnement et de développement. Voilà. Ou alors qu'on appelle également éducation à l'anthropocène selon la façon dont c'est formalisé. Donc, ben, je vais laisser la parole maintenant à Jean-Marc Lange, qui qui est présent et qui pourra répondre aussi également à des questions s'il y en a, et qui va nous parler de la question de l'anthropocène, en fait, plus précisément, et de ce qu'elle peut donner dans les questions environnementales. Tout à fait. La question de l'anthropocène est aujourd'hui une question centrale sur le plan sociétal et sur le plan éducatif. Alors, l'idée d'anthropocène a été formulée il y a quelques années, très récemment, par un géochimiste, Paul Crutzen, et proposée à un collectif de géologues qui travaillent sur l'établissement des aires géologiques. Cette question n'est toujours pas résolue scientifiquement, mais la proposition est la suivante. L'activité humaine aujourd'hui ne transforme pas simplement le monde dans lequel nous habitons, c'est-à-dire la dimension humaine de l'organisation sociale sur la planète, mais aussi non seulement le géosystème, c'est-à-dire la Terre dans son fonctionnement, mais également la Terre en tant que planète. Pour comprendre cela, il faut remonter à l'origine de l'idée que l'on doit aussi à un géochimiste qui s'appelait Vernadsky au début du XXe siècle et qui a décrit le système Terre comme étant composé de différents compartiments. L'atmosphère, ce qui m'entoure et ce qui est au-dessus de nous. La géosphère, c'est la partie géologique, le sable sur lequel on est là tout de suite. L'hydrosphère composée essentiellement des océans, par exemple. Et le dernier compartiment, c'est la biosphère. Je fais partie de la biosphère. Le tronc d'arbre sur lequel je suis fait partie de la biosphère. Et ce coquillage, ces algues, ces pontes font partie de la biosphère. Et Vernadsky a l'illumination absolument géniale en posant l'idée qu'il y a aussi la noosphère, c'est-à-dire l'activité de nos pensées humaines, et la technosphère qui sont mélangées, c'est-à-dire les produits de l'activité humaine. Et ce sont l'ensemble de ces compartiments qui sont aujourd'hui affectés par notre activité, ce que Crutzen propose d'appeler l'anthropocène.
L'Anthropocène pose la question des limites planétaires et des défis principaux qui se posent à nous suite à l'influence et à l'impact que l'on a sur l'ensemble de ces compartiments planétaires. C'est ainsi que les scientifiques qui travaillent actuellement dans les sciences de la soutenabilité disent qu'il y a un certain nombre de défis que l'on doit relever. Alors non seulement ces défis sont quantifiés et identifiés, mais ils sont hiérarchisés. Et dans la hiérarchie, on parle beaucoup du changement climatique, c'est un des défis principaux, mais peut-être pas l'essentiel. Il y a d'autres défis qui sont encore plus prégnants et plus urgents, comme celui de l'érosion intense à laquelle nous assistons sur la biodiversité, ou encore la perturbation des cycles géochimiques planétaires qui deviennent encore plus abstraits et difficiles à comprendre comme cela intuitivement. Alors, en quoi tout ça a une répercussion sur la chose éducative, sur l'éducation? Eh bien, moi, j'y vois deux grands points principaux. D'une part, il s'agit de relever ces défis, et c'est en les apprenant, en les comprenant et en permettant de comprendre comment on peut agir dessus, que la chose éducative a, comme le reconnaît l'ONU sur les objectifs du développement durable, a le levier principal. Et la deuxième implication que j'y vois, c'est qu'on ne peut plus penser les choses de façon séparée, comme on faisait auparavant en éducation à l'environnement, en prenant tel ou tel problème de pollution, etc. Aujourd'hui, on est confronté à un ensemble de défis qui sont tous interreliés. Et pour relever ces défis, on a besoin de développer une pensée systémique qui apprend à relier les choses et à les penser les unes avec les autres, en même temps que les autres, et non pas de façon indépendante. Voilà ce que je pourrais dire sur cette question de l'Anthropocène. Merci donc Jean-Marc. Je vais faire un tout petit résumé de ces différents courants éducatifs dont on entend parler et dans un tableau global donc, qui évolue donc, je l'ai déjà dit, en fonction des enjeux de l'actualité. Donc, on retrouve au début les courants d'éducation relative à l'environnement avec quatre grands courants également qui sont sous-tendus. Donc, les premiers sont les naturalistes, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Le second courant, c'est les mises en récit ou l'interprétation. Alors ça, c'est souvent utilisé par exemple par les parcs nationaux ou par les territoires comme les réserves de biosphère, les géoparcs ou des territoires qui ont des trajectoires spécifiques comme la biovallée de la Drôme par exemple. Et donc, il va y avoir une forme d'éducation relative à l'environnement, on va dire, par cette mise en récit de territoire. Et puis, on va avoir les engagés sur les valeurs collectives. Donc, les engagés sur les valeurs collectives, les courants qui sont le plus connus là-dedans sont par exemple l'écocivisme, l'écoféminisme, l'écocitoyenneté, l'écopédagogie. Et en fait, ça va être des personnes qui vont porter, qui vont affirmer des valeurs ou une éthique de respect ou de responsabilité face à l'environnement avec un combat qui peut être bien spécifique. Alors après, changement de modèle de l'ERE à l'EDD, on l'a dit, avec l'institutionnalisation et puis une sorte de normativité, de mise en norme. Et donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Et puis on tombe sur des courants d'éducation au développement durable. Donc dans les courants excusez-moi, sur l'ERE, j'ai oublié les écologies personnelles. Donc les écologies personnelles, c'est tout ce qui est épanouissement personnel au centre des préoccupations et qui s'appuie surtout sur des cultures individualistes. Excusez-moi. Donc, je reviens sur les courants d'éducation au développement durable. Donc, les courants d'éducation au développement durable, ils sont en gros de trois ordres. Il y a ceux qui sont comportementalistes ou normatifs, qui ont beaucoup dominé tout à fait au début. Donc, en fait, on va s'appuyer sur les bonnes pratiques comportementales, individuelles ou procédurales, qui sont très normatifs. Elles vont être financées souvent par des financements publics type Agenda 21. On va se retrouver, par exemple, avec comment trier les déchets dans un établissement scolaire, typiquement dans ce volet-là. Et puis, dans les courants d'éducation au développement durable, il y a aussi les systémiques. Donc, souvent, ils s'organisent en résistance au premier, contestent la question comportementale et la finalité comportementale de l'éducation.
Et puis, ils vont finalement consister à confronter l'éducation au développement durable à la pertinence des temporalités, des catégories spatiales, et envisager cette éducation au développement durable d'une manière un peu plus complexe. C'est ce que vient de nous faire Jean-Marc Lange tout à l'heure, par exemple. Et puis, on a un courant plus critique qui lui aussi vient en résistance par rapport au premier, mais dont la finalité renvoie plus particulièrement à la question de la justice sociale. Donc, ça peut prendre une caractéristique très critique. Donc, de nouveau, on a un changement de paradigme qui passe de l'EDD au KED, ou de l'EDD aux éducations relatives à l'Anthropocène. Et là aussi, on sort de l'institution telle qu'il était dans l'EDD, et on se retrouve dans deux grands courants, on va dire différents. L'un qui est plus ciblé sur éducation à l'Anthropocène, et l'autre qui serait plus ciblé sur l'éducation politique, finalement. C'est-à-dire une sorte de politisation de cet ensemble d'éducation à l'environnement vers une réflexion qui est plus globale et plus politisée, on y reviendra. Et puis, là-dedans, il y a des sous-familles multiples qu'on voit apparaître. Donc, j'en cite quelques-unes sans donner trop de détails, qui sont l'éducation à la biodiversité, l'éducation au territoire, l'éducation au risque, l'éducation au patrimoine, l'éducation au produire autrement, l'éducation à la citoyenneté environnementale, l'éducation au changement climatique, etc. etc. Donc là, dans la diapositive suivante, je vais surtout aborder la question du changement de paradigme et de l'évolution entre 1960 et 2020 et ce qui s'est passé de nouveau. À travers l'évolution des courants éducatifs entre 1970 et 2020, eh bien, on voit qu'on a des changements de valeurs et on a des changements finalement de finalité éducative ou de visée éducative. Ce qu'on pourrait dire de manière très schématique, c'est que finalement, le modèle militant des années 70 autour de l'ERE, qui avait une visée de partage de la nature, d'une visée émancipatrice des jeunes, beaucoup à travers l'éducation populaire, s'est transformé petit à petit, à travers le DD, en modèle professionnel, en modèle à visée éducatif comportementaliste ou normatif, et puis ensuite, plus tard, en modèle gestionnaire à visée développementaliste, notamment développement, on va dire, des territoires, mais dans un sens relativement capitalistique, on va dire. Et puis, petit à petit, on a, dans les années 2020, quelque chose d'autre qui revient, et on a une visée plutôt de citoyenneté politique et de prise en charge de la question de la responsabilité par le citoyen, et qui s'exprime par rapport dans le dernier mouvement. Voilà, tout ça, c'est pas une vue de l'esprit, toutes ces évolutions-là, c'est pas une vue de l'esprit, ça a des incidences partout, dans tous les endroits où on va finalement éduquer à l'environnement. Donc, puisqu'on est dans une conférence IUT, j'ai utilisé une image de l'évolution d'un curricula ou d'un programme d'enseignement de licence environnement de l'IUT, l'évolution qu'elles ont eue entre 2000 et 2020. Vous voyez qu'il y a des enseignements en hausse et puis des enseignements en baisse. Et dans les enseignements en baisse, finalement, on retrouve tout ce qui est biologie, sciences du vivant, géologie, connaissances des sociétés. Et puis, dans les enseignements en hausse, eh bien, on va se retrouver sur des conduites de projet, sur du développement durable, sur la spécialisation autour de la durabilité, sur les diagnostics de territoire, etc., etc. Donc, ce qu'on voit bien, c'est qu'effectivement, il y a une évolution de tout l'enseignement partout. Parce que là j'utilise l'exemple de l'IUT, mais c'est vrai aussi dans l'enseignement secondaire, dans tout type d'enseignement, qu'il y a une évolution des programmes à l'intérieur avec ce glissement de l'environnement vers le développement durable en particulier. Et ça, c'est vrai aussi dans des éducations associatives. On voit un petit fascicule sur les éducations non formelles à l'environnement. Il y a effectivement ce glissement de contenu d'enseignement qui s'opère doucement. Donc voilà, tout ça, c'est pas très théorique, c'est très très pratique. Et puis là, j'ai tenté de faire une petite mise en perspective de ces questions éducatives à travers de l'implication des trois grandes sphères, la sphère militante ou la sphère institutionnelle et la sphère productrice de savoir savant, donc la partie recherche. Et j'ai tenté de replacer ces courants éducatifs là-dedans pour tenter de voir ce qui se joue quand on enseigne, en fait.
Dans le petit schéma qui vous est présenté ici, vous voyez l'ensemble des courants qu'on a survolés tout à l'heure. Et vous voyez que ces courants, ils sont selon les moments, selon leur nature, selon la finalité qu'ils défendent, selon leurs valeurs, plus proches soit de la sphère militante, citoyenne, expérientielle, soit plus proches de la sphère institutionnelle et politique, au sens politique des États, quoi. Et puis, soit plus proche de la sphère productrice des savoirs savants, des universités et de la recherche. Donc, comme vous le voyez dans ce petit schéma, les différents courants, bien sûr, s'entremêlent, interagissent, mais il y en a qui sont très fortement portés par l'un ou l'autre, l'une ou l'autre des sphères. La sphère comportementaliste, par exemple, et normative, elle est très portée par la sphère institutionnelle puisqu'elle est appuyée sur les dispositifs qui sont mis en place, notamment de développement durable, et sur la façon dont elles vont pouvoir diffuser. Alors, bien sûr, la sphère militante et la sphère productrice des savoirs savants s'en emparent aussi. Mais d'un autre côté, et les naturalistes, par exemple, sont à mi-chemin entre la sphère militante et puis la sphère productive des savoirs savants, tandis que les éducations aux politiques, telles qu'elles sont à l'heure actuelle, sont des éducations plus proches de la sphère productrice des savoirs savants, en liaison avec la sphère militante et citoyenne.